savez toutes et tous que les premiers écrits, qu'on découvre d'ailleurs en Afrique, sont des listes. On écrit pour soulager sa mémoire. Ce sont les négociants qui font les premiers écrits, parce qu'ils font des listes de ce qu'ils ont vendu, de ce qu'ils doivent acheter. Et ces écrits-là, ça permet de ne pas garder en permanence en tête ce que l'on sait. Ça permet de se décharger. Ça libère la mémoire. Mais dès lors qu'il y a de l'écrit, il faut apprendre cet écrit. Il faut entrer dans cet écrit. Et l'école va être le lieu, les écoles, et pas simplement la forme scolaire, bien évidemment, va être le lieu où l'on va apprendre à entrer dans l'écrit. Si j'emploie l'expression « entrer dans l'écrit », c'est parce que pour moi, elle a beaucoup plus de sens que lire et écrire. Parce que lire et écrire, c'est la même chose d'une certaine manière. C'est entrer dans l'écrit. C'est entrer dans un monde qui est le monde de l'écrit. C'est un monde qui permet de soulager sa mémoire, de communiquer à distance. C'est un monde de l'écrit qui permet aussi d'approfondir sa pensée. C'est un monde qui permet de dépasser les limites du temps et de l'espace. Mais l'écrit, c'est aussi ce qui permet de sortir de la fugacité. Ce que je dis disparaît avec la fin de mon énonciation. Ce que j'écris reste et peut être transmis aux autres humains. D'une certaine manière, l'écrit, c'est ce qui nous permet de lutter contre la mort, les petites morts et la grande mort, y compris la mort des civilisations, dont il nous reste des écrits et avec qui nous pouvons continuer à communiquer. Laisser une trace qui perdure. Voilà quelque chose de fondamental. Et on pourrait réfléchir à la manière dont l'école enseigne l'écrit, qui est trop souvent vécu, je parle pour la France, qui est trop souvent vécu comme une épreuve. Quand on demande à des enfants ou à des étudiants d'écrire, ils lèvent la main, non, on ne veut pas écrire, c'est une épreuve, c'est difficile, c'est un parcours du combattant. Alors que l'écrit, c'est une libération, c'est une émancipation. C'est la capacité de sortir de l'immédiateté, de laisser des traces, d'approfondir sa pensée, de communiquer à distance. Toute chose merveilleuse qui constitue l'humanité. L'humanité, ce n'est pas l'interjection du moment, c'est la possibilité de sortir du présentiel, du tout présent, pour s'inscrire dans une temporalité qui le dépasse. Et puis, si l'école permet d'entrer dans la parole et dans l'écrit, elle permet aussi d'entrer dans les œuvres. C'est très important pour moi, et ça renvoie à beaucoup de travaux que j'ai pu effectuer dans ma carrière, l'idée que ce sont les œuvres humaines qu'il faut transmettre, plus encore que les connaissances segmentées. Les œuvres. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Une œuvre, elle est scientifique, littéraire, poétique, religieuse, architecturale, c'est une œuvre en astronomie, c'est une œuvre en physique, il y a des œuvres dans tous les domaines. Une œuvre, c'est une construction humaine qui a du sens. L'œuvre d'Aristote a du sens. L'œuvre de Pythagore a du sens. Mais le théorème de Pythagore qu'on enseigne au collège n'a pas toujours du sens. Parce qu'on enseigne le théorème de Pythagore et qu'on répète dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est un savoir procédural, comme nous disons. Et encore, il ne fonctionne pas toujours très bien comme savoir procédural, parce que, en général, on ne sait l'appliquer qu'aux exercices du manuel scolaire, on ne sait pas l'appliquer à des situations décontextualisées, on ne sait pas le transférer au monde. Autre chose est d'apprendre l'œuvre de Pythagore. L'œuvre de Pythagore, c'est comprendre pourquoi Pythagore a élaboré son théorème. C'est pas un hasard. Il est allé en Égypte, il a découvert comment, avec la corde à nœuds et les 3, 4, 5 nœuds, on arrivait à faire des triangles rectangles, comment on arrivait à faire des pyramides, etc. L'œuvre de Pythagore, c'est bien autre chose que le théorème de Pythagore rabâché sempiternellement par des élèves qui le répètent par cœur. Et il n'y a pas que l'œuvre de Pythagore, l'œuvre de Galilée, mais l'œuvre de Mercator aussi, parce que
cette map monde, cette planisphère qu'on voit partout, y compris, je l'ai vu encore hier dans l'aéroport de Dakar, où il y a le nord en haut et le sud en bas, c'est pas quelque chose d'éternel et immuable, hein. Ça a été construit par quelqu'un à un moment bien précis. Et si on regarde la manière dont il a aplati la sphère, on s'aperçoit que ça n'est pas innocent, puisque globalement, sur une planisphère, vous observerez que la Scandinavie a à peu près la même superficie que l'Inde, alors qu'elle est 17 fois plus petite. Tout ça parce qu'on a aplati quelque chose. Et pourquoi le Nord est-il en haut? Ça vaudrait la peine de temps en temps d'avoir des planisphères où le Nord est en bas et le Sud est en haut, des planisphères qui sont centrées sur l'Australie ou sur l'Afrique et pas toujours sur l'Europe. Oui, il faut comprendre les choses. Savoir lire une carte, c'est une chose. Comprendre l'œuvre qu'a constituée la mise en carte du monde et comprendre ce qu'il y a derrière, c'est autre chose. Et puis, bien sûr, il y a les œuvres littéraires, philosophiques. Entrer dans l'œuvre, c'est en partager l'intention. Je dis souvent à propos de la culture, c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel. Oui, ce que chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel. La culture, que ce soit un poème de Verlaine ou que ce soit, on en parlait ce matin, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Cheyne, par exemple, ça relie quelque chose que nous vivons à l'intérieur d'entre nous, de nous, avec ce qui a été construit et imaginé et pensé et qui s'adresse à tous les humains. Oui, entrer dans l'école, c'est découvrir des œuvres. Et si j'y insiste, c'est parce qu'il y a un écart énorme, pour moi, entre la connaissance et l'œuvre. Et cet écart, c'est l'écart du sens. C'est l'écart de l'humain. C'est l'écart de l'aventure des humains pour leur émancipation. L'aventure des humains qui construisent des œuvres pour comprendre le monde et s'émanciper de la fatalité. Alors oui, l'école, c'est un lieu où l'on ne fait pas acquérir des mécanismes par des protocoles stéréotypés. C'est un lieu où l'on fait entrer l'élève dans le monde du sens. Du sens. Faire entrer l'élève dans le monde du sens, c'est lui permettre de découvrir que les savoirs qu'on lui enseigne, ce ne sont pas des obstacles que l'on met sur son passage, ce sont des outils qu'on lui donne pour son émancipation. Je rappelle souvent cette phrase. Il y a quelques années, je faisais un travail de recherche sur la perception par les élèves de collège des mathématiques. Et j'interrogeais un élève de 5e qui avait de très mauvais résultats en mathématiques. Et la discussion se prolonge, et je lui dis, mais à un moment, cette idée m'est venue de lui poser la question. Je lui dis, mais à ton avis, qui a fait les mathématiques? Et il me dit, mais c'est les professeurs de mathématiques. Et je lui dis, mais alors pourquoi les professeurs de mathématiques ont fait les mathématiques? Et il me répond, mais c'est pour savoir si on peut passer en 4e. Et ça résume, voyez-vous, d'une expression rapide, ça résume très bien le défi de l'école. Est-ce que nous enseignons dans ce que le pédagogue brésilien Paulo Freire appelle une pédagogie bancaire? Est-ce que nous enseignons des savoirs pour vérifier qu'on les sait, ou est-ce que nous enseignons des savoirs pour faire grandir les personnes, pour qu'elles les métabolisent? J'emploie beaucoup cette expression de métabolisation. C'est Albert Jacquard, que vous connaissez peut-être, avec qui j'ai eu la chance de beaucoup travailler, avec qui j'intervenais dans les classes. Et souvent, comme Albert Jacquard avait cette formation de biologiste, il disait aux élèves, alors à des petits élèves, bien sûr, pas à des gens comme vous, voyez, là, il y a Ahmed, François, qui vont apprendre les mathématiques. Ben, c'est un peu comme le lapin qui va manger la luzerne.
Parce que quand le lapin mange la luzerne, avec la luzerne, qu'est-ce qu'il fait? Du lapin. Et pour savoir si on a réussi à élever des lapins, on ne leur demande pas de régurgiter la luzerne. On leur demande de grandir avec la luzerne. Eh bien, à l'école, ça devrait être pareil. Quand vous apprenez les mathématiques, on ne doit pas vous demander de régurgiter les mathématiques, mais de savoir si vous avez grandi grâce aux mathématiques. Le métabolisme. C'est la 5e idée que je voulais vous proposer aujourd'hui. 6e idée, elle m'est chère, pour rentrer dans la parole, dans l'écrit, dans les œuvres, l'école est le lieu de l'apprentissage du sursis et de l'accès à la réflexivité. Le sursis, c'est quoi? C'est pas tout de suite, je réfléchis, je m'informe, je vais voir des gens, je demande, je consulte des livres, et ce n'est qu'après cela que je déciderai. Ça peut paraître anecdotique, le sursis. Moi, je cite beaucoup, très souvent dans mes travaux, un pédagogue polonais qui s'appelle Janusz Korczak, qui avait une idée extraordinaire autour du sursis. Sursis, par exemple, quand les enfants voulaient se battre dans son orphelinat, Korczak leur avait dit « Non, non, je ne veux pas vous interdire de vous battre, parce que si je vous interdis de vous battre, vous allez vous battre quand je ne serai pas là, ou quand j'ai le dos tourné. » Korczak avait dit « Tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui autant qu'il veut, mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. » Pourquoi? Bien parce que ça oblige à réfléchir, ça oblige à penser, ça oblige à surseoir, non pas tout de suite. Korczak disait très justement, les enfants veulent se battre, si je les autorise à se battre, ils ne vont pas grandir. Si je les interdis de se battre, ils ne vont pas grandir non plus parce qu'ils vont m'obéir, parce qu'ils ont peur simplement. En revanche, si je leur dis, oui mais peut-être, non pas tout de suite, tu vas y réfléchir et je vais t'aider à y réfléchir et on va y réfléchir ensemble, alors il se passe quelque chose qui fait grandir l'enfant. C'est le passage du réflexe à la réflexivité. Du réflexe à la réflexivité. Ce que des chercheurs en neurosciences comme Olivier Houdet appellent la fonction inhibitrice du cortex frontal. Il nous montre que le cortex frontal, il bloque un certain nombre de réactions immédiates et spontanées du corps primaire et que ça permet de faire émerger de la réflexion. Sauf que nous n'aurons jamais un bouton poussoir qui nous permettra d'activer le cortex frontal depuis le bureau du maître sur chacun des cerveaux des élèves, n'est-ce pas? Et que pour permettre l'accès à ce sursis, l'accès à cette réflexivité, eh bien, il nous faut précisément former à l'école et par le travail de l'école le rapport au temps. Non, pas tout de suite. Tu penses ça tout de suite, on va se demander si c'est vrai ou si c'est faux. On va y réfléchir, on va y travailler. On va travailler sur les représentations immédiates, et je sais que vous êtes très attachés à cela. Et on va travailler sur ce passage fondamental sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ce sont mes derniers travaux, du désir de savoir au désir d'apprendre. Moi, j'ai montré dans mes derniers travaux que il ne faut pas croire que tous les élèves désirent apprendre. Hein. Les élèves désirent savoir, et si possible savoir sans apprendre, parce qu'apprendre, ça demande du temps et des efforts. Hein. Ils désirent savoir, et ils pensent qu'on peut savoir tout et très vite, parce qu'on a maintenant des petits appareils qui vous permettent de savoir, qui sont dans la poche, là. Et puis, on a aussi des slogans, on a des théories du complot, on a des tas de choses qui nous donnent le sentiment qu'on sait. Et quand on sait, disait déjà Socrate, et quand on croit qu'on sait, on n'apprend plus. Le savoir n'invite pas à apprendre, il bloque l'apprentissage. Quand je suis sûr que je sais, j'ai plus besoin d'apprendre. Hein? Et donc le travail de l'école, c'est de bien dire à l'enfant, mais non, tu sais pas, je vais te mettre en recherche, tu vas aller chercher. Chercher. Et c'est pas un hasard que le grand philosophe et pédagogue John Dewey ait placé l'enquête à la fois au cœur de la pédagogie et au cœur de la démocratie.
en disant la pédagogie et la démocratie ont pour matrice l'enquête. L'enquête. Partir en quête, chercher, se demander, s'interroger, et non pas s'enfermer dans ses certitudes. L'école combat les certitudes. Et elle permet d'accéder à l'interrogation, à la réflexivité. Et pour cela, il faut des contraintes, ce que nous appelons des contraintes fécondes, telles que Korczak les a formalisées. Septième élément, toujours dans la continuité, l'école est le lieu de la découverte de l'exigence, de précision, de justesse et de vérité. À l'école, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ce n'est pas celui qui intimide, ce n'est pas celui qui met sous emprise, c'est celui qui démontre le mieux. Celui qui démontre le mieux. Et si le maître a une autorité, ce n'est pas parce qu'il a le pouvoir de punir, c'est parce que c'est lui qui explique le mieux, qui démontre le mieux, qui est le plus précis, le plus juste et le plus vrai, le plus proche de la vérité. À l'école, il faut convaincre sans vaincre, et il faut surtout permettre l'intériorisation de l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Si l'enfant n'est exigeant envers lui-même que parce que le maître est derrière, quand le maître disparaît, l'enfant n'est plus exigeant. Or, l'exigence est la clé du développement. Et ce n'est pas simplement vrai pour celui qui va devenir professeur d'université, c'est vrai pour celui qui va devenir artisan, c'est vrai pour celui qui va devenir paysan, c'est vrai pour celui qui va devenir commerçant. L'exigence de précision, de justesse et de vérité, c'est ce qui fait la qualité de tout engagement social. Vous voulez un plombier pour réparer, vous voulez quelqu'un qui construise un mur, vous êtes exigeant avec lui, il faut que lui-même ait intériorisé l'exigence, qu'il soit exigeant avec lui-même. L'objectif est donc que l'école apprenne à chacun à être exigeant envers lui-même. Envers lui-même. Ça nous renvoie à une idée forte autour de la notion d'évaluation. Là encore, c'est Albert Jacquard qui disait « L'évaluation, ça ne sert pas à savoir si on est meilleur que les autres ou moins bon que les autres, ça sert à devenir meilleur que soi-même. » Si je me contente de donner une note à un élève qui a bâclé son travail, c'est la pédagogie bancaire. Tu as bâclé ton travail, je te donne 3 sur 20, tout le monde s'arrête là. Si je lui dis « Mais moi, je vais te donner des conseils, tu n'auras pas 3 sur 20, tu vas le refaire, son travail. » Tu vas le refaire jusqu'à ce que tu aies 18 sur 20. Et tu vas le refaire parce que tu es capable de le refaire. Parce que tu vas pour exigeant. Le maître transmet sa propre exigence. 8e élément essentiel et évidemment déterminant, l'école est le lieu où l'on apprend à faire société. On ne le dit pas suffisamment, l'école n'est pas faite pour apprendre. N'est pas faite seulement pour apprendre, elle est faite pour apprendre ensemble. Et moi, si on me prouvait scientifiquement qu'on peut organiser un système où chaque élève sera devant son ordinateur, relié à un gigantesque serveur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisé, et qu'il apprend seul, séparés les uns des autres, et que c'est plus efficace pour apprendre à lire, écrire, compter, l'histoire, la géographie et les mathématiques que l'école, je dirais je n'en veux pas, je préfère l'école. Je préfère l'école à un système de dressage individuel qui sépare les gens les uns des autres. Parce que l'école est bien le lieu où l'on apprend à apprendre ensemble. Et pas simplement à côté des autres, mais avec les autres. C'est la raison pour laquelle l'école est le lieu de l'entraide. Toutes les recherches internationales nous montrent que toutes les écoles au monde sous-estiment considérablement la fonction de l'entraide entre élèves. Quand un élève explique ce qu'il a compris à un autre, il ne perd pas son temps. Non seulement il fait comprendre à l'autre, mais en plus il comprend bien mieux ce qu'il a déjà compris. Parce que quand on explique quelque chose à quelqu'un, on le comprend mieux.
Les travaux internationaux, ce qu'on appelle les méta-analyses sur le temps de travail, semblent converger, il faut se méfier des méta-analyses, elles sont toujours discutables, mais semblent converger sur le fait qu'une école efficace est une école où l'enseignant parle un tiers du temps, où les élèves travaillent seuls un tiers du temps, et où le troisième tiers, ils s'enseignent entre eux. Ils s'expliquent les uns aux autres, ils s'enrichissent les uns des autres. Alors encore une fois, faisons attention bien sûr aux enquêtes internationales, mais là quand même, elles sont, me semble-t-il, relativement validées. Enseigner, c'est donc pas seulement s'adresser à des individus séparés, c'est créer des interactions constructives entre ceux à qui l'on enseigne. Neuvième idée simple, mais qui me tient à cœur, l'école est pour moi un lieu où l'on découvre les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie, je les ai évoqués tout à l'heure. La somme des intérêts individuels ne fait pas le bien commun. Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut trois choses. Il faut une loi fondatrice, pas les lois. Une loi, c'est le refus de la violence. Cette loi ne se discute pas puisque c'est celle qui permet de discuter de toutes les autres. Il faut des règles, ce qu'on appelle les lois, mais il faut aussi des rituels. Les rituels scolaires sont à la peine aujourd'hui. On a des travaux intéressants sur les rituels scolaires. Ils sont à la peine parce que la plupart des écoles de par le monde ont hérité des vieux rituels de la forme scolaire, les vieux rituels de la forme scolaire qui elle-même était inspirée du couvent et de la caserne, donc c'est le rang. On avait des vieux rituels qui sont un peu obsolètes aujourd'hui, qui ne marchent plus très bien, mais on n'a pas réussi à inventer de nouveaux rituels. Or, les adolescents en particulier, mais les enfants aussi, et même les adultes, nous avons besoin de rituels. Nous avons besoin de rituels. J'ai un travail sur les rituels que j'ai effectué en observant des élèves quand ils entrent au théâtre, quand ils entrent au cinéma, quand ils entrent dans un stade de foot, quand ils entrent dans un lieu où on joue au judo, où on fait du judo. Et qu'est-ce que j'ai pu observer? Quand on entre dans un lieu comme ça, immédiatement, le rituel du lieu crée une posture mentale qui rend la personne disponible à ce qui se fait dans ce lieu. Le rituel crée une posture mentale. Et cette posture mentale, elle le rend disponible. C'est vrai quand on rentre dans une salle de judo, c'est vrai quand on rentre dans un cinéma, c'est vrai quand on rentre dans un stade, dans une église, dans une mosquée ou peu importe. Le lieu crée un rituel. Et nos écoles aujourd'hui, elles ont hérité de vieux rituels, elles sentent que ces rituels ne marchent pas très bien, mais nous n'avons pas inventé les rituels nouveaux qui créeraient la posture mentale permettant d'entrer dans l'apprentissage. Alors oui, le neuvième enjeu, c'est celui de créer, de structurer des collectifs. Émancipation, c'est main. Émancipation, ça veut dire prendre la main pour aider à sortir au dehors. Émanciper, c'est étymologiquement prendre la main de quelqu'un pour l'aider à sortir au dehors. Au dehors d'où? Eh bien, au dehors de tous les enfermements, au dehors de toutes les assignations. Mes amis, je crois que, contrairement à ce qu'on dit parfois chez nous en France, émanciper, ce n'est pas permettre à quelques dominés de devenir des dominants. Ça, c'est une vision étriquée de l'émancipation. Émanciper, c'est travailler à s'émanciper, à sortir des rapports de domination. C'est surtout permettre à chacune et à chacun d'articuler sa contingence et sa liberté. Sa contingence et sa liberté. Nous sommes des êtres contingents. Moi, j'ai 73 ans. Je suis né il y a 73 ans dans une petite ville du sud de la France. Je m'appelle Philippe parce que mes parents étaient très pétainistes et ils m'ont appelé Philippe en l'honneur de Philippe Pétain. Vous voyez, je n'y suis pour rien, je n'y suis pour rien. Ne m'accusez pas, ne m'accusez pas. C'est pas de ma faute. Mes parents, je les ai pas choisis. Ça, c'est ma contingence.
Voilà, ma contingence, c'est d'où je viens, où je suis né, comment j'ai été élevé, etc. Nous avons tous une contingence. Moi, je suis né du genre masculin, je ne suis pas né du genre féminin. Bon, c'est contingent, j'aurais pu changer, mais bon, je n'ai pas fait la démarche. C'est contingent. C'est contingent. Voilà, aux sociétés occidentales en particulier, ne sont pas encore des sociétés émancipatrices. Elles enferment les gens dans leur nature, dans leur origine, dans leur prétendue race, dans leur sexe, dans leurs symptômes, dans leurs maladies, dans leurs définitions. On enferme les gens. On enferme les gens. On les enferme dans une étiquette et ils ne peuvent plus se sortir de cette étiquette. Même à l'école, j'étais dans une classe il y a une semaine, là, à la rentrée. La maîtresse me dit « Jules est dyslexique ». Bon, ben c'est intéressant de savoir que Jules est dyslexique. On va mettre en place un programme pour l'aider. Mais moi, pédagogue, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Jules est dyslexique pour l'aider, mais aussi que Jules, il est un fanatique de manga, qu'il est un excellent goal au foot, qu'il est amoureux d'une fille de la classe et que pour ça, peut-être, je vais pouvoir le mettre au défi de faire quelque chose et de faire un exposé pour briller aux yeux de cette fille. Parce que c'est comme ça que je vais le tirer par devant, au lieu de l'enfermer dans sa dyslexie. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir de ce que nous appelons dans nos travaux le paradigme déficitariste, c'est-à-dire la manière de classer les gens exclusivement par leur déficit, c'est-à-dire par ce qui ne va pas chez eux. Bien sûr, il faut regarder ce qui ne va pas chez eux, mais il faut aussi regarder ce qui peut nous permettre de les mener au-delà, parce que précisément, ça va bien chez eux et que ça va contribuer à leur émancipation. Enseigner, c'est demander à chaque élève, que vas-tu faire, toi, avec ce qui t'a fait? Bien sûr, j'ai été fait. Moi, j'ai été fait, je ne me suis pas fait tout seul. Hein. Aucun humain se fait tout seul. Hein. Moi, j'ai été fait par mes profs, par mes parents, par mon environnement. J'ai été fait. Mais ce que je demande à mes étudiants et à mes élèves, c'est qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec ce qui t'a fait? Alors, je conclus, mes amis, tout en ayant conscience que, évidemment, je n'ai pas traité toute cette question, je n'ai pas évoqué toutes les recherches à l'appui de mes affirmations, parce que le temps était compté, et que le titre qui m'a été donné par Seikou, c'était l'école, tout simplement. Donc, c'était un programme énorme. Donc, j'ai bien conscience de ne pas avoir traité la totalité du sujet, mais je souhaitais vous donner quelques repères à partir de mes interrogations, pour que ces interrogations, non pas fassent la loi, mais deviennent nos interrogations collectives. Et peut-être en conclusion, je dirais qu'avant d'être une structure, l'école dont vous me parliez, Seikou, l'école, c'est un projet. Et c'est son projet qu'il faut en permanence mettre avant la structure. Je sais bien que les ministres, les administrateurs, tout ça, ce qui les intéresse, c'est que la structure marche. Il faut que la structure marche, que la structure soit au top, qu'elle fonctionne. Mais ça ne suffit pas que la structure fonctionne, il faut que la structure soit consciente de son projet. Et pour faire et penser l'école, il faut travailler sans cesse, et dans les deux sens, sur la chaîne qui va des finalités aux modalités. C'est très important, ça. Ça veut dire qu'il faut penser les finalités et se dire ces finalités-là, comment on les incarne. Et il faut regarder les modalités et se dire ces modalités-là, à quelle finalité elles renvoient. Parcourir la chaîne dans les deux sens qui va des modalités aux finalités. C'est ça le travail des chercheurs, mes amis, des universitaires, des collègues qui sont là. C'est se poser la question de la cohérence entre les finalités et les modalités. Et je dis de la cohérence en un mot, pas de la trait d'union, errance, E2RANCE, n'est-ce pas? Parce que le plus souvent, entre les modalités et les finalités, c'est bien la cohérence plus loin. On définit des finalités pour se faire plaisir, pour les afficher, pour les mettre dans des beaux projets qu'on va publier ou qu'on va aller expliquer dans les conférences internationales. Et puis les modalités, ça continue à se reproduire au moindre coût et sans être interrogé.
La subversion, mes amis, c'est Socrate. Socrate, il a perdu la vie, pourquoi? Parce qu'il a dit aux Athéniens, oui, la démocratie, vous voulez la faire, mais pourquoi vous ne la faites pas? Hein? Eh bien, la subversion, c'est de dire, oui, vous voulez une école égalitaire, émancipatrice, qui donne, comme l'a dit Madame de l'UNESCO, le droit à l'éducation à chacun, ben pourquoi on ne la fait pas? Chiche, faisons-la. C'est l'objet de ce colloque. Chiche, faisons-la l'école de l'émancipation, de l'égalité, de la solidarité, de la paix, comme l'a dit notre collègue de l'AUF. Mais je ne saurais conclure sans ajouter, in fine, quelque chose d'important à mes yeux pour les chercheurs en sciences de l'éducation. C'est que le projet de l'école ne peut être ni pensé ni réalisé si l'on ne l'articule pas aux autres instances éducatives. Les parents, qui jouent un rôle déterminant, la famille élargie, qui joue un rôle très important, les groupes de pairs, dans lesquels sont les jeunes, le tissu associatif, s'il existe, l'environnement physique, la ville, la campagne, les médias. C'est la raison pour laquelle penser l'école indépendamment de tout ça, c'est un peu difficile. Pour les sciences de l'éducation, le défi, c'est bien sûr penser l'école, mais c'est penser un véritable écosystème éducatif dans lequel chaque partenaire, chaque instance contribue au développement de chaque enfant et à la création d'une société plus juste, plus solidaire et de paix, comme cela a été dit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Professeur assimilé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis le chef de département de psychopédagogie de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'objet de ce colloque? Bien, ce colloque que nous organisons les 12 et les 13 janvier 2021 en collaboration avec des collègues de Paris porte sur les centres d'éducation, les enjeux, les réflexions pour effectivement introduire un débat qui à la fin doit pouvoir produire des savoirs autour des centres d'éducation. Bien, ce colloque est international et le contexte le justifie. Vous savez que nous sommes partis d'une crise et actuellement, comment continuer à vivre cette crise? Cette crise est à la fois sociale, économique, mais c'est à la fois éducative. Et je le dis parce que justement, pendant 2 ans, 3 ans, on a noté que l'école a ralenti en réalité. Cette rencontre nous permettra de réfléchir sur ce système, sur l'école, pour pouvoir comment faire en sorte que l'école puisse porter les valeurs que la société lui demande de porter. Vous avez pu voir qu'il y a plus de 30 pays sur les 4 continents qui se sont mobilisés pour répondre à l'appel de la FASTEF, à l'appel également des jeunes chercheurs en éducation. Ces 30 pays se trouvent en Afrique, en Europe, au Canada, en Amérique, j'allais dire, et en Asie. Parmi ces chercheurs, il y a des enseignants du collège, il y a des doctorants, il y a des docteurs, mais également il y a des assistants de l'université, il y a les maîtres de conférences, il y a les professeurs, il y a des professeurs émérites. Tout le personnel enseignant et de recherche dans les universités sont retrouvés pour réfléchir sur les sciences de l'éducation. Et l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'installer un débat qui permettra de construire des savoirs qui seront utiles au sein de l'éducation, qui seront utiles à l'école. On a suivi le début des débats avec la conférence de Jean Merriot. Oui. Lui, il parle même, il dit que parler d'éducation, c'est l'éducation. Et on dit que l'éducation est le moteur du développement. C'est pour cette raison d'ailleurs que le professeur Philippe Mérieux l'a bien présenté, en montrant effectivement que les questions d'école sont également des questions de société. C'est des questions également mondiales. Ce qui fait qu'on ne peut pas réfléchir sur l'école, ni sur les acteurs de l'école, ni sur les contenus de l'école, ni sur ses moyens, sans tenir compte de la famille, sans tenir compte de la société, sans tenir compte des pays, sans tenir compte des continents, sans tenir compte du monde. Pour cette raison, ce colloque a bien sûr sa raison d'être et nous pensons que les connaissances ou les savoirs qui seront construits autour pourront aider à la décision pour améliorer l'éducation d'une manière générale
en Afrique, mais un peu partout ailleurs, parce que comme je l'ai dit, tous les continents sont là et les décisions sont utiles au monde. Quel sera le dernier mot? Le dernier mot, c'est également de demander encore aux politiques de croire que l'éducation est le moteur du développement, d'investir les moyens, mais également d'évaluer les systèmes pour permettre au système de se repositionner et de prendre des directions qui sont utiles à nos sociétés, qui sont utiles au développement socio-économique des pays, mais également du monde entier. C'est également dire qu'il n'y a pas de frontières. Quand on dit l'éducation, il n'y a plus de pays. En réalité, c'est des acteurs de l'éducation, c'est sur des thèmes de l'éducation, car si l'éducation ne marche pas dans une certaine zone, elle ne marchera pas pour le monde. Nous sommes dans une mondialisation, il faudrait que les pays soient solidaires et qu'ils réfléchissent ensemble autour de l'éducation pour les bénéfices des sociétés, mais également pour les bénéfices du monde en tant que tel. Il ne s'agit pas d'un pays, il ne s'agit pas d'un continent, il s'agit du monde. C'est pourquoi tout le monde s'est retrouvé aussi aujourd'hui. Toutes les universités, les grandes universités qui sont en lien avec l'éducation se sont retrouvées ici à Dakar, à la FACEP, pour réfléchir sur l'éducation, pour aider à la décision. Et je pense que ça peut aider les gouvernants à mieux saisir les opportunités que les chercheurs offrent pour développer en termes de savoir, mais en termes d'outils, nos écoles, notre éducation. Je vous en prie. Merci à vous.